Bienvenue Wafa Haji. Merci Sil Hilaoui. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Internationale socialiste des femmes. Absolument. Que vous êtes membre fondatrice de l'association JOSO, le Forum des femmes marocaines. Ah oui. Également, vous avez d'autres casquettes aussi, économiste, mais ça, en tout cas, je le ferai apparaître et je le citerai au moment venu dans ce débat, puisqu'on va parler de beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Prête en tout cas. On va parler bien sûr, de parité, oui. d'égalité, oui. Et le matching entre les deux, déjà. Oui. Mais quand on parle de liberté, est-ce que ça vous parle? Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire que parité, oui, mais aujourd'hui, le débat, c'est liberté, c'est pas parité. Et liberté individuelle. Je pense que c'est très lié. Je pense que c'est lié. D'abord, la liberté, ça me parle. J'ai vécu dans une école, l'USFP, depuis mon plus jeune âge, où liberté, la libération était un mot d'ordre chez nous pour le pays. Donc c'est véritablement un des fondamentaux et des valeurs que porte l'USFP, que porte ma famille également. Donc que porte ou que portez? Ça, c'est un débat. C'est un débat que l'on peut avoir effectivement. Moi, je considère aujourd'hui, si vous voulez qu'on commence par le débat politique, que l'USFP d'aujourd'hui s'est beaucoup éloigné des valeurs fondatrices. Celle de la liberté. Celle fondatrice. Des libertés en tout cas. Des libertés, en tout cas, des valeurs fondatrices de ce qui a fait l'histoire de l'USFP. Et vous le regrettez, vous? Évidemment, je le regrette parce que c'est 40 ans de ma vie, quand même. Vous êtes déçu? Très déçu, mais disons que bon, effectivement, disons qu'il y a eu une évolution en termes d'idéologie, en termes de ligne politique, qui ne me plaît pas. Que je condamne et qui a fait que aujourd'hui, effectivement, je suis de ceux et qui sont nombreux. Des militants et des militantes qui considèrent que l'actuelle direction n'a plus sa place. C'est-à-dire celui qui est au gouvernail du parti, en l'occurrence de Dressel, c'est ça? Oui, Dressel et la direction tout entière aujourd'hui devrait se remettre en cause et devrait, à mon avis, considérer que pour le bien de l'USFP, pour le bien du pays aussi, parce que aujourd'hui la gauche n'est pas audible, et donc nous avons besoin de reconstruire et de refonder ce parti, et nous ne pouvons le faire que si véritablement il y a la sérénité nécessaire, la démocratie interne nécessaire, et que l'actuelle direction ne l'assume pas et ne l'assure pas. Parce que je rappelle que l'USFP fait partie, lui, contrairement au PPS, c'est de la coalition gouvernementale du gouvernement El Othmani 2. Oui, ce qui est une aberration. En plein débat sur les libertés individuelles. Ce qui est une aberration, à mon avis, que j'avais d'ailleurs déjà lors du premier remaniement, dit mon avis au sein du bureau politique de l'USFP, que nous n'avions pas à être dans un gouvernement avec le PJD, que c'était contre nature, et que c'était une confusion, et que ça créait une confusion. Et que étant donné les résultats électoraux que nous avions eus et qui montraient que de manière générale la gauche avait perdu du terrain, qu'il fallait au contraire construire une autre stratégie de refondation de la gauche qui permettrait, si vous permettez, de faire en sorte que la gauche puisse reprendre son véritable chemin. Et donc l'opposition était nécessaire à ce moment-là. On n'a pas à se retrouver dans un environnement aussi conservateur que celui du gouvernement actuel. Donc ce qui explique en fait le silence assourdissant, voire abrutissant du secrétaire général de l'USFP concernant le débat sur les libertés individuelles. Oui, ce que vous avez parlé de la gauche, on a Nabil Ben Arvla, d'ailleurs, que nous avons reçu ici même il y a un peu plus de mois et demi, qui a des idées claires là-dessus, avec une position tranchée, pour libéraliser, en tout cas libérer les énergies, les cerveaux, les esprits, les corps, des hommes et des femmes, et alors l'USFP, silence radio. Oui, et je le déplore. Je le déplore parce que les libertés individuelles ont toujours été un créneau important pour l'USFP, qu'il inscrit dans le cadre de sa défense des libertés publiques, de manière générale, des libertés personnelles et individuelles. Et je pense que le débat qui se pose aujourd'hui est important parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes face à un conservatisme ambiant qui est très dangereux. Politique ou sociétal, ou les deux?
politique d'abord, Oui. sociétale également, parce que ça commence à s'infiltrer. Et il n'y a pas, si vous voulez, un discours autre que celui du conservatisme. C'est pour ça que on a l'impression au niveau de la société que aujourd'hui c'est le discours conservateur qui est bien implémenté dans la société. Moi, je ne le pense pas. Je pense au contraire que nous avons une société qui est très libre. Très libre. Quand je vois les jeunes, ils ont envie de vivre leur vie. Ils n'ont pas envie qu'on leur impose des règles. Et Sauf que les aînés ne leur ont pas laissé le choix. Et qui subissent l'héritage aussi des aînés, comme tout à chacun. C'est que les jeunes d'aujourd'hui qui ont envie effectivement de vivre pleinement leur vie, comme des adolescents européens, américains ou occidentaux au sens large, ben c'est plus limité chez nous. Et ils en veulent aussi aux aînés, ils en veulent aux politiques, ils en veulent à l'absence de courage et d'audace de responsables politiques qui se pavanent et qui paradent sur des sujets populistes. Qui, lorsqu'il faut être sur des vrais sujets, ils sont aux abonnés absents. Alors écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que le code pénal, les articles qui sont en cause dans le code pénal existent depuis les années 60-70. Depuis la création du code pénal Absolument. Sur le maréchal Lyoté, c'était la France déjà qui était là. Ouais. Exactement. Donc ce n'est pas nouveau. Effectivement, on peut dire que les aînés nous ont légué cela, mais cela correspondait à une conjoncture donnée, à un moment donné. On avait tout le temps de revoir ce code pénal. Et c'est une revendication, par exemple, du mouvement des droits des femmes, du mouvement des droits de l'homme de manière générale, qui existe depuis 20 ans. Mais le politique n'a rien fait, la gauche n'a rien fait. Absolument. Et l'USFP, d'ailleurs, c'est quand même assez incroyable, Wafa Hadji, c'est que l'USFP a eu, encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque vous avez hérité aussi du portefeuille de la justice, vous avez déjà occupé précédemment, Abou Hadradi a été ministre de la Justice aussi un temps. Le regretter puisqu'il est décédé, M. Bouzouba aussi, voilà, a eu le portefeuille de la Justice et pour autant le code pénal n'a pas été même pas toileté. Vous savez, je pense qu'il y a eu quand même une évolution de l'histoire. C'est vrai que sous le gouvernement de l'alternance, il y a eu peut-être, disons, plus d'attention, je dirais, pour les libertés publiques. De la presse, la démocratie, etc. Parce que n'oubliez pas que le Maroc sortait quand même des années 70, des années 80, c'est-à-dire d'années de plomb, qu'il y avait tout un processus de réconciliation qui devait avoir lieu dans la société. Et c'est vrai que peut-être, à ce moment-là, les libertés individuelles ne se posaient pas avec, disons... Pas prioritaire. Pas prioritaire, je ne pense pas, mais tout simplement... on ne les vivait pas dans notre quotidien. C'est-à-dire que les articles... C'était plus cool. C'était beaucoup plus cool, vous le savez. Les Alibaba cool, disons que quand même, il y avait une influence quand même qui était très moderniste, très progressiste dans la société, et ces articles ne s'appliquaient pas du tout à ce moment-là. Mais ils existaient. Ils existaient. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est après la Constitution de 2011, qui, elle, a quand même donné une large part aux libertés individuelles, il fallait que ça soit suivi, que la mise en œuvre de la Constitution soit suivie d'un véritable toilettage de tous les textes, et notamment du code. Sauf que pour l'élaboration de la Constitution, je me souviens de débats extrêmement hard sur la liberté, pour l'inscription de la liberté de conscience. Absolument, il y a eu des débats tendus, compliqués, et au final, elle n'a pas été inscrite. Elle n'a pas été inscrite, mais d'autres libertés ont été inscrites. Et aurait dû quand même... celle-ci. La liberté de conviction aurait pu peut-être déjà donner lieu à... Ça peut-être les prémices un petit peu. Vous savez, c'est vrai que la liberté de conscience a créé ce débat et qui a été tranché, qui n'a pas été tranché. Bon, il a été tranché parce que ça n'est pas dans la Constitution. Mais il va revenir c'est un débat qui reviendra dans la société. Parce qu'il est important. On ne peut plus continuer de cette façon-là à inscrire le religieux dans toute la vie de la société. Impossible. Et je pense que même le religieux a besoin d'être revu. Parce que je sais que quand on parlait du plan d'intégration de la femme, l'interprétation sociale donnée à des textes sacrés. Tout à fait, voilà, tout à fait. Parce que l'ijtihad est là. Et puis il existe à l'économie d'ailleurs. Absolument, absolument. Il est partout dans l'économie, dans le. Pour les libertés individuelles, juste un petit mot parce que on va aborder plein de choses avec vous pendant ce débat. On a 26 minutes top chrono. On va faire agir sur le manifeste hors la loi. Oui.
Vous avez donné petite Oui. signature. Oui, absolument. Oui. Mais bien sûr, mais parce que bon, je peux ne pas être d'accord Oui. avec la méthode. Hein. Je peux dire que bon, mais ce qui ne s'inscrit pas dans ce que l'on connaît. Mais je le trouve original, je le trouve intéressant parce que il provoque le débat. Parce que il est provocateur. Et je crois Vous avez qu'aujourd'hui, dit des choses qui provoquent un petit peu. je pense que notre société aujourd'hui a besoin d'être provoquée dans beaucoup de thèmes. Est-ce que lorsque Moustapha Ramid, ministre en charge des droits de l'homme, vendredi dernier au Parlement, devant les élus de la première chambre des représentants, fait un parallèle entre la France et les talibans, est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est de la provoque? En disant que France et talibans, la France et les talibans, c'était un petit peu la même chose en matière de dictature, en matière de code vestimentaire pour les femmes. Est-ce que c'est aussi quelque chose de provoque qui vous plaît? Je pense que c'était réellement inutile de dire, de s'exprimer de cette façon-là, et que un ministre dans un gouvernement, dans un État comme le Maroc, ne devrait pas s'exprimer de cette façon-là. Et personnellement, la France connaît des problèmes. Il ne devrait pas dire ça comme ça ou il ne devrait pas dire ça tout court? Il ne devrait pas dire ça. Tout court. Tout court. La France a ses problèmes. La France aujourd'hui, et ça nous concerne aussi parce je rappelle qu'il y a elle nous concerne. de Marocains qui vivent. Bien sûr que les débats en France, et tous les débats de société en France nous concernent effectivement, mais en même temps. Il y a quand même aussi, quand on est un dirigeant politique, quand on est membre de l'État, on ne peut pas dire tout ce que l'on veut. Je pense qu'il y a quand même un devoir de réserve et une obligation de réserve. Qu'est-ce qui est le plus inquiétant pour vous? C'est d'avoir dit ce qu'il a dit publiquement, ou vous auriez préféré qu'en fait, même s'il le pense, qu'il ne le dise pas? Non, je pense que de manière générale, ce qu'il dit est faux, d'abord. Hein, pour être très clair en ce qui concerne ma position par rapport à ce qu'il a dit concernant la France. La France traverse effectivement une période difficile, une période où, au lieu de parler de l'essentiel, là aussi au sein de la société française, c'est-à-dire les inégalités, c'est-à-dire les problèmes économiques, c'est la crise économique grave que connaît la France, on est en train de faire dévier les choses vers des sujets et des thématiques qui sont un peu, disons pas marginales, mais qui montrent que... C'est-à-dire que comme ils veulent réformer les caisses de retraite, par exemple, ils détournent l'opinion publique avec l'histoire du voile. Oui, absolument. Ça, c'est la c'est classique. Tacticienne politique. C'est classique. C'est ça, en fait. C'est votre lecture? C'est intéressant. Écoutez, moi, c'est effectivement bon parce que ça me choque de la part de la France, parce que ça ne se fait pas. La France est quand même un pays de liberté et doit le rester. Et je pense que nous devons au contraire nous rapprocher et participer à ce débat, mais à notre manière et de manière responsable et pas irresponsable. Et donc du coup, on devrait ce débat public aujourd'hui sur les libertés individuelles, on devrait l'aborder de manière libre et responsable aussi. Absolument. Il est nécessaire. Oui. C'est un débat de société. Il est nécessaire. Et moi, ce que je trouve formidable aujourd'hui dans notre pays, parce que quand on dit il n'y a plus rien, vous savez, il y a la morale publique, je trouve qu'au contraire non. Aujourd'hui, il y a d'autres voix qui s'expriment, qui ne s'exprimaient pas auparavant. Exprimées par les minorités. C'est pas des minorités. Non, je sais pas. Moi, je ne pense pas. Minorité de pensée, minorité de réflexion. Est-ce que c'est véritablement des minorités? Moi, je ne sais pas. Vous savez, sociologiquement parlant, on n'a pas d'études qui nous montrent que véritablement, aujourd'hui, la société marocaine est profondément conservatrice et que, au contraire, et qu'il n'y a pas de liberté. Non. Moi, je pense que... On peut être conservateur et aussi avoir des espaces de liberté, mais être conservateur. C'est Mohamed Ojal qui a précédé Mohamed Ben Abdelkader, l'actuel ministre de la Justice du SFP. Oui. C'est Mohamed Ojal avait fait une déclaration l'été dernier en disant qu'on va y aller graduellement aussi dans la transformation en tout cas les changements qui devraient être apportés éventuellement au code pénal, mais il faut que ce soit palliatif, progressif. Parce que la société est ultra conservatrice et qu'il est hors de question d'aller plus vite que la société. Justement. La heurter. Alors voilà, parce que de plus en plus on entend, c'est vrai, on entend cette question de la société est très conservatrice. Moi je vous dis, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Toutes les sociétés dans le monde sont devenues conservatrices et sont conservatrices aujourd'hui dans l'absolu. C'est vrai qu'il y a une lame de fond.
il y a une lame de fond dans le monde entier, et peut-être que le Maroc se trouve dans une région où la lame de fond conservatrice est importante, toute la région MENA, effectivement. Maintenant, moi je ne pense pas je pense sincèrement que la lame conservatrice ou le discours conservateur est prédominant sur la scène parce que le discours moderniste n'est pas là. Il est absent de la scène. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70, 80, 90. Sauf que certains vous diront que le discours conservateur politique n'avait pas le droit de citer il y a quelques années aussi. C'est pour ça qu'il n'était pas audible. Non, et qu'aujourd'hui, il l'est devenu. Oui. Donc c'est une lecture aussi que font certains. Bon, vous savez, dans le monde entier aujourd'hui, on sait que la crise économique, la crise financière a véritablement rendu vulnérable beaucoup de couches populaires, beaucoup d'hommes et de femmes dans toutes les sociétés. On voit l'Europe, par exemple, qui nous est très proche. Aujourd'hui, il y a une vulnérabilité due aux inégalités et qui s'exprime par un repli identitaire et un repli sur soi, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que face à ce repli sur soi, à ce repli identitaire qui d'ailleurs un peu donne ce qui se passe en France en termes de voile, en termes de refus de l'immigration, en termes de refus de l'autre, qui est différent du mien, de moi, je pense que face à cela, on ne doit pas rester démuni. On doit au contraire réagir. Regardez par exemple l'exemple de la gauche en Espagne. En Espagne, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'en Espagne, le peuple ou la population ou l'opinion publique vote pour le PSOE, vote pour Podemos? C'est parce que il y a un discours de gauche, de progressisme, de modernité qui est dans la société. Je mets pas qu'un discours. Il y a des actes. Qui a été réélu, enfin, en tout cas, qui devrait remplir. Vous savez, quand il est arrivé aux responsabilités, ça m'a frappé, moi. Il a dit qu'il est inadmissible que dans une économie riche, les salariés soient pauvres. Donc il a pris la décision d'augmenter les salaires de 25%. Tout à fait. Et cette hausse qui doit être supportée par les banques. Oui, absolument. Voilà. Donc là, on allie le discours aux actes. Bien sûr. On peut le discours, y compris pour la gauche. D'ailleurs, je vais vous dire, dans mon expérience à l'international, et c'est ce que je défends, même au sein de l'international socialiste, même pas simplement au niveau des femmes, mais au niveau de l'international socialiste, c'est que si la gauche ou les sociodémocrates ont perdu au niveau de plusieurs élections, et surtout en Europe, mais aussi en Amérique latine, c'est justement parce qu'ils n'ont pas appliqué une politique de gauche quand on a voté pour eux. Quand l'opinion publique a voté pour eux, ils ont plutôt appliqué une politique d'austérité. Voire une politique libérale, voire ultralibérale. Absolument. Voilà, c'est surtout absolument. Ça. On va rester, vous avez employé le terme de vulnérabilité. Malheureusement, j'allais dire que les populations qui restent essentiellement vulnérables aujourd'hui, c'est les femmes et les jeunes. En grande partie. En grande partie aujourd'hui. En grande partie, donc on va bien sûr aborder la campagne que vous avez lancée pour la parité. C'était le 24 octobre dernier. Le 24 octobre, voilà, de mémoire. Mais sur cette notion, vous dites, la parité, il faut faire un effort, il faut qu'on ait des choses concrètes en matière de parité, de représentativité hommes-femmes au sein des institutions publiques. J'ai vu plusieurs déclarations que vous avez pu donner, mais j'ai rien vu dans le secteur privé, dans le monde du travail, sachant qu'aujourd'hui, le taux d'activité des femmes dans notre cher et beau pays est en décroissance. Oui. Et ça m'inquiète beaucoup plus. Il est très inquiétant. De savoir qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans les partis politiques ou dans les institutions. Il est très inquiétant. D'ailleurs, le taux d'activité de manière générale, pas simplement celui des femmes, mais celui des femmes est en chute libre. Oui. Il faudrait, je pense qu'il faudrait une étude très sérieuse pour savoir pourquoi. Bon, moi, je connais un peu les raisons. Je pourrais peut-être les dire, mais je pense que c'est quelque chose de très grave. Maintenant, quand vous parlez de parité, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par ça? Vous voulez parler du taux d'activité? Non, je veux dire l'extension aussi en matière de surface, de la présence de la femme dans le monde du travail. Est-ce que ça, c'est pas le préalable aussi pour tendre vers une parité au niveau des institutions, au niveau public et politique? D'abord, dans le cadre du projet parité que nous menons, et qui est aujourd'hui mené non simplement par JOSO, le Forum des femmes marocaines, mais également par tous les signataires de la charte, et ils sont très nombreux aujourd'hui, aussi bien en termes de partis politiques, de syndicats, que d'ONG, que des artistes aussi, absolument, des artistes, des communicants,
Donc véritablement, nous on veut en faire un large mouvement en faveur de la parité. Mais nous ne l'avons jamais abordé sous son simple angle de représentation politique ou de représentation publique. Si on veut être dans la logique de l'esprit et de l'esprit de la Constitution, on doit l'aborder en tant que parité globale dans tous les domaines, aussi bien économique que politique, que social, que culturel. Et là, je reviens donc à l'économique. Oui, effectivement. Autant la femme a beaucoup contribué sur le plan économique dans les années 80, 90, 2000. On voyait au contraire elle est dans tous les secteurs, elle est là. Autant aujourd'hui, on devrait s'inquiéter de ce taux d'activité qui est en baisse. Et il faut. On est largement en dessous de 20%. Hein. Il est à 17, 19%. Voilà, on est passé sous la barre des 20%. Oui. Pour moi, je me dis, s'il y a un signal d'alarme aussi, là, qui est très inquiétant, qui est dû à l'étroitesse du marché de l'emploi. Oui, l'étroitesse, contraction, c'est très bien qu'en phase de contraction, c'est malheureusement les jeunes et les femmes qui en payent le prix. Qui payent le prix. Donc, il y a cette étroitesse du marché de l'emploi qui s'explique par plusieurs causes, dont, effectivement, un modèle de croissance qui doit être revu, une croissance qui n'est plus génératrice d'emplois. Et c'est pour ça que je vous dis que le taux d'activité, en fait, doit nous inquiéter pour l'ensemble de la population. Il est plus inquiétant pour les femmes, mais on doit véritablement s'interroger sur le modèle de croissance dans le cadre de nouveaux modèles de développement. C'est le cas d'ailleurs d'une commission qui doit être créée d'ailleurs pour ça. Absolument. Maintenant, il y a aussi peut-être d'autres aspects. C'est que quand la femme aujourd'hui va sur le marché de l'emploi en tant que demandeuse d'emploi, très souvent, elle du fait justement de la discrimination, elle ne trouve pas forcément un emploi qui est parallèle ou en tout cas équivalent à ses diplômes. Il y a ce problème qui se pose. Est-ce que ça c'est spécifique à la femme? C'est spécifique. Bon. Je pense pas que ce soit spécifique à la femme. C'est plus marqué. C'est plus marqué pour les femmes. Donc il y a déjà cet aspect-là du fait de la discrimination qui existe et qui ne doit plus exister. C'est-à-dire que à compétences égales, on doit avoir un salaire égal, on doit avoir la possibilité d'avoir accès aux mêmes responsabilités, au même emploi. Et je crois aussi qu'il y a disons un arbitrage qui est fait par la femme quand elle voit qu'elle ne peut pas être sur le marché de l'emploi avec son niveau de compétence, face aussi aux responsabilités familiales, face à tout ce qu'elle doit payer comme charge de gouvernance, etc., pour garder les enfants, parce qu'il n'y a pas de crèche aussi, parce qu'il y a tout l'aspect d'accompagnement qui n'est pas là. Elle fait l'arbitrage de rester plutôt de s'occuper de ses enfants plutôt que d'aller sur le marché de l'emploi. Autre chose, c'est peut-être que au niveau de notre système d'information, nous ne prenons pas en compte l'ensemble des emplois qu'a la femme sur le marché de l'emploi. Il y a énormément une part de l'emploi des femmes qui n'est pas prise en compte. Hein. Et moi, je pense par exemple aujourd'hui qu'il est temps de valoriser l'emploi des femmes au foyer. Parce que c'est important. Il faut que ça rentre dans la comptabilité et qu'elle soit rémunérée pour ça. Parce qu'une femme qui s'occupe de ses enfants parce qu'il y a une part de responsabilité dans l'éducation, etc., ou alors un homme qui s'occupe de ses enfants doit être rémunéré. Voilà. Ça existe dans les pays riches, dans les pays scandinaves, ça. Je pense que... Je ne sais pas si c'est des modèles certainement inspirants, mais en tout cas, c'est... C'est une tendance. C'est des sociétés aussi qui ont atteint, enfin, comme disent les sociologues, les démographes, ils ont fait leur synthèse. Écoutez, vous savez, il n'y a pas de secret. Mais quand on s'occupe des ressources humaines, et quand on les encadre, et quand on s'occupe bien des ressources humaines, eh bien, on a un pays qui est prospère. Donc il faut se mettre au boulot. Bien sûr. Il y a une approche qui soit équitable. Équitable. C'est ça. Mais équilibré, équitable, et qui fasse de l'être humain, de la ressource humaine, le centre de toute politique et de toute stratégie pour le futur. Parce que quand vous dites la parité, c'est l'objectif final. Non, l'objectif c'est l'égalité. C'est l'égalité. Oui. La parité est un mécanisme. Mécanisme, c'est-à-dire loi juridique, mais oui, c'est-à-dire qui permet d'assurer des quotas, discrimination positive, absolument, toutes ces choses-là. Qui n'ont pas très bien marché chez nous d'ailleurs, parce que quand on l'a mis en place la liste des jeunes et des femmes en 2007. Justement, c'est parce que c'est d'ailleurs l'étude qu'on a menée. On a évalué en 2017 les mécanismes de représentation politique des femmes et on a relevé un certain nombre de dysfonctionnements importants. Et c'est pour ça que la principale
recommandation, c'est de ne plus d'aller directement vers une demande de parité. C'est-à-dire que il faut dépasser les quotas aujourd'hui. On doit aller directement et rapidement vers. Donc forcer. Bien sûr. Forcer le verrou. Bien sûr. Parce que vous savez Parce que je me dis, quand les choses ne se font pas naturellement, c'est plus compliqué, non? Imposer des femmes pour imposer des femmes, ça me paraît difficile et c'est peut-être contre-productif aujourd'hui dans un Maroc qui se modernise, dans des institutions qui doivent aussi être revues et corrigées pour être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficientes. Vous l'avez vu sur le remaniement ministériel, on parle de compétences, que de compétences et de compétences. Qu'on soit femme ou homme, peu importe, c'est la compétence qui prime. Et on va dans un monde aujourd'hui de compétences, c'est des marchés de compétences. D'abord, je vais vous dire une chose. On ne peut pas parler et invoquer la compétence simplement quand il s'agit des femmes. Parce qu'à chaque fois que l'on parle de la nécessité que les femmes soient dans les structures, etc., automatiquement, on nous dit, la compétence. Bon, ça d'abord, il faut qu'on sache que partout dans le monde, au Maroc également, les femmes, il existe beaucoup de femmes très compétentes. Oui, personne n'en doute, en tout cas pas moi. Et aujourd'hui, dans le système scolaire et au niveau des résultats, des réussites. On l'a vu lors de la dernière session du baccalauréat. Ce sont les femmes qui réussissent. Complètement. Absolument. Autre chose, je ne pense pas qu'à un moment où on est justement dans cette révision, dans cette logique de compétences, dans cette logique de vouloir faire avancer le pays, que l'on puisse se priver de la moitié de sa population. Voire un peu plus, parce qu'il y a 52-53% il y a un peu plus. C'est parce que on a oublié des stratégies, de mettre en place les stratégies pour les femmes et les jeunes, que nous sommes à la traîne. C'est pour ça pour vous? Ou c'est simplement qu'on était à l'incapacité de remettre les gens au travail, de remettre de remettre aussi de l'ordre là où il fallait remettre de l'ordre aussi, de redonner du sens, de redonner voilà. Et pour lancer une dynamique. Il y a les deux, mais en même temps, je vais vous dire, une société qui ne repose pas sur l'ensemble de son potentiel, qui ne met pas en œuvre l'ensemble de son potentiel, reste handicapée à un moment ou à un autre, et elle arrive à des contraintes et à des limites de son modèle de développement. Et donc aujourd'hui, il s'agit de tout remettre à plat. Et quand on parle, par exemple, des femmes dans la prise de décision, ce n'est pas simplement au niveau du Parlement ou au niveau du gouvernement. Non, c'est par exemple dans la petite commune, au niveau de la femme rurale, au niveau des petites communes, là où il y a une décision. Là, ça va être plus dur, non? Non, je ne crois pas. Ah bon? Je ne crois pas. Moi, je peux vous assurer que dans beaucoup de communes, les femmes ont un rôle très important. Oui, mais est-ce qu'elles vont pouvoir... Des villages, les femmes ont un rôle très important. Moi, je connais des présidentes d'associations, qui n'ont pas pris le pouvoir, mais qui ont leur mot à dire aujourd'hui, même au niveau des plus petits villages et des plus reculés. Détrompez-vous. C'est peut-être au contraire dans les périphéries des villes, c'est peut-être dans les villes, où on a cette notion et cette fonction plus réductrice des capacités des femmes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Autrement. Ou qu'on pourrait penser. Vous savez ce que vous avez par rapport à la campagne que vous avez initiée? Est-ce qu'il y a un objectif chiffré? Est-ce qu'il y a un horizon? Alors, écoutez, nous, ce que l'on dit, c'est que d'abord, il est essentiel, donc, pour mettre en œuvre, donc, la Constitution, notamment son article 19, qu'il y ait une loi cadre. Qu'il y ait une loi cadre le plus rapidement possible. C'est-à-dire que pour nous allons lancer une pétition. C'est-à-dire après la campagne, c'est la pétition début 2020, c'est ça? Oui, début 2020. Donc l'ensemble de ces partenaires vont lancer ensemble une pétition au début de 2020, que nous pensons, si nous arrivons aux 5000 signatures et à dépasser les 5000 signatures qui sont requises pour la pétition, déposer auprès du chef de gouvernement, donc au cours à la fin du premier trimestre, et là faire finalement du lobbying, un peu de pression avec l'ensemble de la classe politique. Sauf que les élections c'est en 2021. Oui. Vous demandez et réclamez une loi cadre pour la parité, c'est ça? Oui. Et que, à mon avis, le chef de gouvernement et son gouvernement aura peut-être d'autres chats à fouetter, va être pris par le temps. À mon avis, cette loi cadre avant 2021, ça va être compliqué, voire impossible. Voilà. Si on est réaliste et pragmatique. Alors, écoutez, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il nous faut une loi cadre. Parce que, jusqu'à présent, tous les mécanismes n'ont pas réussi parce qu'ils ne s'inscrivaient pas dans une stratégie. Donc, il nous faut une stratégie.
Donc une loi cadre qui mette en place la stratégie. Maintenant, nous disons également dans la pétition que l'une des étapes essentielles, qu'il y ait une loi cadre ou qu'il n'y ait pas, c'est 2021. Et donc il faut tout de suite se mettre à l'œuvre et mettre en œuvre donc la parité, ou en tout cas une progressivité dans la parité au niveau des lois électorales, des lois sur les partis politiques, etc. Donc, mode de scrutin, toutes ces choses-là, dans la perspective des échéances électorales de 2021. Électorales de 2021. Et en même temps, pour ne pas oublier le monde économique, qu'il est nécessaire dès aujourd'hui de penser au conseil d'administration des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseils d'administration des entreprises, comme premier pas, devraient devenir paritaires, ou en tout cas devraient tendre à la parité. Tout ça, pour nous, c'est un horizon de 2030, avec les objectifs de développement durable. Et on s'est dit que si on met une loi cadre maintenant, et que l'on travaille sérieusement sur l'aspect politique, qui est très important, la représentation politique est importante pour les politiques publiques, parce qu'elle a un impact sur les politiques publiques, on peut, d'ici 2030, arriver à un résultat intéressant. C'est-à-dire si tout le monde s'y met. Et démentir le Forum économique mondial qui lui a pronostiqué une parité possible chez nous. Dans combien ils ont dit, dans un siècle et demi? Presque. Mais si rien n'est fait, oui. Si rien n'est fait, oui. Mais je vais vous dire, le Maroc, de manière claire, s'il veut véritablement, demain, entrer dans une ère de développement, ne peut plus se passer de la parité, ne peut plus se passer... C'est-à-dire le saut qualitatif de notre pays aujourd'hui, qu'il soit politique et surtout économique, pour vous, passe nécessairement par la parité. Il passe par la parité, il passe par l'égalité, il passe aussi par la démocratie. Et le fait de faire en sorte que la moitié de la population contribue à la prise de décision d'une manière ou d'une autre à travers ses représentants, c'est aussi quand même une consolidation de la démocratie. À un moment où le processus démocratique se ralentit aujourd'hui. Et c'est très visible. Très visible, c'est-à-dire par rapport à curseur. Par rapport aux institutions. Avec les libertés individuelles, c'est par rapport à ce curseur-là? Non, vous avez d'autres curseurs? Par rapport aux institutions, la crédibilité des institutions. Quand on voit aujourd'hui le Parlement, comment il est décrié, quand on voit comment les gens se détournent de la politique, non pas de la politique au sens noble, parce que... De la politique politicienne. De la politique politicienne. Et donc, aujourd'hui, on sent qu'il n'y a plus cette confiance de l'opinion publique dans les institutions, ils ne pensent pas que les institutions les représentent. Je crois que vous l'avez résumé tout à l'heure. En fait, ce qui est important et vital aujourd'hui, peut-être aujourd'hui plus qu'hier, même si pour moi ça a toujours été important, c'est de lier et de corréler le discours à l'action. Absolument. C'est comme ça qu'on recrédibilise et qu'on assure un climat de confiance. En tout cas, merci à vous. Merci. Wafa Haji, donc je rappelle donc la campagne pour la parité lancée le 24 octobre dernier, va être suivie d'une pétition qui va être initiée en 2020. En début 2020, nous espérons, parce que pour nous, collecter le maximum de signatures, en tout cas suffisamment de signatures, pour dire à Saladin Al-Othmani, en tant que chef de gouvernement, voilà, nous avons fait du lobby. Au gouvernement tout entier, oui. Au chef de gouvernement. Au chef de gouvernement, en tout cas, c'est la porte d'entrée. Absolument. Je veux dire, voilà, la loi sur la parité, en tout cas, il nous faut quelque chose aujourd'hui pour préparer les élections de 2021, et qu'on ait à la fois au niveau des communes et un quota, en tout cas, une représentativité, une ouverture en tout cas vers les plus visibles sur les femmes. Et pas simplement dans les assemblées, mais également dans les bureaux. Parce que c'est ça le plus important. La prise de décision ne se fait pas dans les assemblées, elle se fait dans les bureaux communaux, les bureaux ruraux, les bureaux de la Chambre des représentants. Et pour nous, c'est ça qui est important. C'est Wafa Haji qui dit ça en tant qui a déjà été aussi membre du bureau et du bureau politique de l'USFP. Donc c'est pour ça que vous insistez sur ce point certainement. Et effectivement, parce qu'il est important que les femmes soient dans la prise de décision, et pour cela, il faut absolument qu'elles soient dans les endroits, dans les structures. Au cœur du dispositif. Au cœur du dispositif. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir eu un débat, d'avoir une femme aussi, comme vous, engagée. Merci. Voilà, donc c'est important aussi, surtout dans ce... Oui. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce projet n'est pas simplement pour la parité. Ce que nous souhaitons, et moi ce que je souhaite en tout cas en tant que politicienne, politique, mais aussi en tant que membre de cette société, c'est que à travers ce projet, on puisse créer et redonner l'initiative aux gens de modernité et de progrès. C'est qu'ils se retrouvent et qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas orphelins, qu'ils peuvent se retrouver et mener des combats
que ce soit pour la parité, pour les libertés individuelles, pour la démocratie. C'est-à-dire, en clair, se réaliser et pouvoir s'accomplir. Absolument. Comme tout à chacun. Absolument. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Haji, donc bonne chance aussi pour votre initiative, bonne chance pour votre démarche, bonne chance pour votre pétition et on se retrouvera certainement d'ici 2021. Certainement, Pour certainement. faire un point de situation. Je l'espère. Je l'espère. Merci en tout cas à vous, Wafa Haji. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Internationale socialiste des femmes. Mais on n'a pas eu le temps de Élue en parler. 2002, vous avez été réélue. Bien sûr. Voilà, donc ça veut dire 2017. vous avez été confortée dans votre Tout à dans votre fait. rôle et dans votre fonction de présidence. Je rappelle aussi que vous êtes membre fondatrice de l'association JOSO, Forum des femmes marocaines, économiste, parce que vous avez fait des études en économie. Oui. Vous avez eu comme prof, on peut le dire comme ça, prof, ça fait brancher de dire prof. Salim Melki aussi, qui est président de la Chambre des représentants aujourd'hui, aussi et Ouelelou, Tallah Ouelelou, et d'autres. Abdelkader Barada, en fait, j'ai été formée à bonne école. Voilà, tout à fait. Merci. Donc, je vous remercie pour votre sensibilité aussi sur l'intégration des femmes dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise aussi, et votre inquiétude sur le fait que le taux d'occupation des femmes est en décroissance, puisqu'il est passé en dessous de la barre des 20%. Merci une fois de plus, en tout cas à vous, Wafa Haji. Bonne chance pour la suite et surtout, belle journée. Merci à vous. Pour les médias. Merci à vous. Rachid.